Quoi? Ce ne sont pas les fantômes qu'il faut craindre, mais les vivants qui les envoient. Leslie, une femme originaire d'Afrique de l'Ouest, installée à Paris depuis plusieurs années, connaissait déjà le goût amer des tempêtes de la vie. À seulement 30 ans, elle portait sur ses épaules un passé que beaucoup n'auraient pas survécu. 3 ans auparavant, un accident brutal lui avait arraché son mari, la laissant seule, dans un modeste appartement d'un quartier calme de la capitale, à élever leurs 3 enfants. Autrefois, cet endroit résonnait des éclats de rire, des jeux animés et de la chaleur d'un amour familial simple. Désormais, les murs semblaient absorber les silences et les soupirs, figés dans une tristesse qui pesait comme un voile invisible sur chaque pièce. Pourtant, Leslie ne se laissait pas abattre. Chaque jour, elle luttait avec dignité pour maintenir un semblant d'équilibre pour ses enfants, camouflant ses douleurs sous un sourire brave. Un matin d'automne, alors que le ciel de Paris était encore recouvert d'un gris pâle et que les rideaux en velours de son salon filtraient à peine la lumière naissante, elle ouvrit la porte pour faire entrer un peu d'air frais. C'est à cet instant précis que son regard croisa celui d'un être étrange. Un chat noir, pelage terne, maigre, tremblant sous le souffle glacé du vent. Ses yeux, d'un vert profond et hypnotique, fixaient Leslie avec une intensité troublante, comme s'il lisait en elle sans effort. Il y avait dans ce regard quelque chose d'indicible, un mélange de douleur ancienne et de mystère non élucidé, comme si l'animal portait les secrets d'un autre monde. Sans vraiment comprendre pourquoi, Leslie fut submergée d'un élan de compassion incontrôlable. Elle ne pouvait pas le laisser dehors, exposé au froid et à l'indifférence. Elle le prit dans ses bras, sentant ses petits muscles trembler contre sa poitrine. À l'intérieur, ses enfants accoururent, curieux et attendris. Très vite, ils l'adoptèrent et, avec l'insouciance de l'enfance, l'appelèrent simplement Minou. Minou devint un membre à part entière de la famille. Son arrivée semblait même chasser peu à peu les ombres qui avaient élu domicile dans la maison. Une chaleur nouvelle s'installa, presque magique. Pourtant, les jours passèrent et quelque chose de troublant se révéla peu à peu. Le chat avait des habitudes étranges, presque dérangeantes. Chaque nuit, il disparaissait sans laisser de traces, et même Leslie, attentive, ne parvenait pas à le retrouver. Lorsqu'il réapparaissait, ses yeux semblaient avoir vu ce que nul humain ne pouvait imaginer. Il fixait parfois des endroits vides, avec insistance, comme s'il observait une autre dimension. Ses miaulements prenaient par moments des sonorités effrayantes, mi-animales, mi-chuchotement. Leslie tenta de balayer ses pensées sombres. Elle se dit que le manque de sommeil et la fatigue accumulée lui jouaient des tours. Mais un malaise profond commença à germer en elle, diffus mais tenace, comme une menace sourde qui rampait lentement vers son cœur. Une nuit, alors que la maison semblait enfin s'être endormie, un bruit sourd la réveilla brutalement. Elle descendit les escaliers, le cœur battant, chaque pas résonnant dans l'obscurité. Dans le salon, elle trouva Minou, figé sur la table basse, ses yeux rivés sur un coin du mur. Il semblait voir au-delà de la matière. D'une voix tremblante, Leslie murmura « Qu'est-ce que tu regardes, Minou ?» Mais le chat ne bougea pas. Il semblait suspendu dans un monde parallèle. Le lendemain et les jours suivants, des événements de plus en plus troublants vinrent secouer le quotidien. Les enfants, jusqu'alors calmes, se réveillaient en hurlant, hantés par des cauchemars qu'ils étaient incapables d'expliquer. Des ombres glissaient sur les murs comme des danseurs invisibles. Des murmures indistincts flottaient dans l'air, parfois suivis de souffles froids qui faisaient frissonner les murs eux-mêmes. Leslie, terrifiée, consulta un pasteur. On bénit la maison, on pria. Mais les phénomènes s'intensifièrent, défiant toute logique. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, elle réalisa que Minou avait disparu à nouveau. Inquiète, elle l'appela plusieurs fois. Aucun miaulement. Ses enfants, insouciants, riaient à table. Mais elle sentait que quelque chose clochait. Puis, un bruit la fit sursauter. En se retournant, elle découvrit Minou assis, calmement, sur le plan de travail. Ses yeux brillaient d'une lumière presque humaine, froide, presque arrogante. Cette nuit-là, déterminée à comprendre ce qui se passait, Leslie décida de rester éveillée. Le temps paraissait suspendu. À minuit pile, Minou, allongé près du feu, se redressa lentement. Ses pupilles s'élargirent jusqu'à occuper tout son regard. Un frisson parcourut l'échine de Leslie.
Puis le chat poussa un miaulement guttural, inhumain, qui fit vibrer l'air et sembla emplir la pièce d'une menace invisible. Le lendemain, Leslie, assise devant la fenêtre, tentait de retrouver ses repères. Minou dormait paisiblement, mais dans son cœur, une guerre commençait. Soudain, son téléphone vibra. C'était un message d'un vieil ami de la famille. Il disait « Leslie, il faut que tu saches la vérité sur ce chat. Il n'est pas venu par hasard. C'est ton beau-frère, le cadet de ton défunt mari, qui l'a envoyé. » Les mots la figèrent. Elle lut la suite avec horreur. « Il pense que tu as tué ton mari pour hériter. Il te surveille. Ce chat est leur espion. » Leslie chancela. « Comment? Comment peuvent-ils croire une chose pareille ?» murmura-t-elle. Plus tard, elle confia ses doutes à sa meilleure amie, Hawa. Celle-ci, alarmée, lui dit « Ne laisse pas ça comme ça, Leslie. Ce chat n'est pas une coïncidence. Il est là pour vous nuire. Leslie. » Leslie hocha la tête. Elle caressa doucement Minou, qui la fixait des yeux brillants. Parfois, j'ai l'impression qu'il comprend, qu'il répète tout ce qu'on dit. La nuit tomba. Le silence retomba sur la maison, mais l'air semblait chargé d'une tension invisible. Leslie, assise dans le salon, observait Minou, immobile sur le rebord de la fenêtre, toujours tournée vers l'obscurité. Elle chuchota. « Pourquoi tu fais ça, Minou ?» Comme s'il l'avait entendu, son téléphone vibra de nouveau. C'était son oncle maternel. Sa voix, grave, révéla l'impensable. « Leslie, ta belle famille t'accuse. Ils sont convaincus que tu as fait disparaître leur fils. Et ce chat, c'est leur arme. » La voix de Leslie se brisa. « Mais pourquoi ? Pourquoi autant de haine ?» Son oncle répondit calmement. « La jalousie et la rancune aveuglent. Mais ne cède pas à la peur. Montre-leur que tu es droite. » Et comme pour ponctuer cette vérité, Minou émit un son, mi-miaulement, mi-souffle, terriblement humain. Leslie sentit alors que le combat ne faisait que commencer. Elle comprit que derrière ce chat se cachait une guerre ancienne, faite de silence, de rancune et d'esprits blessés. Cette nuit-là, elle resta éveillée, le regard fixé sur les murs qui semblaient respirer une vie propre. Les ombres s'étiraient, longues, menaçantes, comme si elle cherchait à avaler son courage. Quand le mal se glisse dans les replis du quotidien, il faut plus que des prières pour l'affronter. Il faut du courage, de la lucidité et la force de ne pas laisser les mensonges des autres redéfinir qui l'on est. Minou continuait à disparaître chaque nuit, réapparaissant sans prévenir, ses yeux verts flamboyant dans l'obscurité comme deux lanternes hantées. Vers minuit, un bruit sourd retentit dans la cuisine, brisant le silence. Leslie sursauta, son souffle suspendu, le cœur battant fort dans sa poitrine. Elle descendit lentement les escaliers, chaque pas plus lourd que le précédent. « Minou » appela-t-elle à voix basse, presque tremblante. Le chat apparut, installé calmement sur le plan de travail, son regard fixé sur un coin de la pièce, baigné dans l'ombre. Mais cette fois, ce n'était plus simplement l'animal qui l'observait. Ses yeux étaient différents, éclairés d'une lueur presque humaine, glaçante, inhumaine. « Qu'est-ce que tu regardes ?» murmura Leslie en s'approchant, le pas prudent. Minou poussa un miaulement rauque, un son étrangement dissonant, comme un cri étouffé venu d'un autre monde. Un frisson glacé parcourut la colonne de Leslie. Au même moment, son téléphone vibra dans sa poche. Elle le sortit, les mains tremblantes. L'écran illuminé affichait un message anonyme. « Ils te surveillent. Ils savent tout. Ne fais confiance à personne. » Elle regarda autour d'elle. La maison semblait paisible, mais l'air, lui, était devenu lourd, presque irrespirable. Elle le savait au fond d'elle-même. Elle n'était plus seule ici. Le lendemain, en discutant avec son fils aîné, Karim, une nouvelle peur l'envahit. « Maman, j'ai encore fait ce cauchemar », confia-t-il, les yeux cernés de fatigue. Des voix, dans la nuit, et Minou, il me regarde, mais ce n'est plus un vrai chat. Leslie lui serra la main tendrement. « Je sais mon cœur, mais on va affronter ça ensemble, je te le promets. » Plus tard, un appel rompit le semblant de calme retrouvé. La voix froide et sinistre de son beau-frère traversa le combiné. Tranchante. « Minou est là pour te rappeler que tu ne peux pas nous échapper, Leslie. Chaque souffle, chaque geste, nous le savons. Tu as pris ce qui nous revient, et tu vas payer. » Le sang de Leslie se glaça. « Tu te trompes. Je n'ai jamais voulu de mal à votre frère, mais si vous voulez la guerre, alors préparez-vous. » Elle raccrocha, les doigts crispés, le cœur battant à tout rompre. L'ennemi était plus proche qu'elle ne l'avait cru.
dissimulés derrière des visages connus et un chat aux yeux brillants. Minou sauta alors sur ses genoux, ronronnant doucement. Mais même dans ce geste familier, il y avait quelque chose de dérangeant, presque moqueur. Les nuits suivantes, la maison devint le théâtre d'un cauchemar éveillé. Des objets disparaissaient sans explication, des murmures flottaient dans l'air comme des soupirs de l'invisible, et Minou semblait dialoguer avec une entité que Leslie ne pouvait ni nommer, ni comprendre. Elle comprit alors qu'elle ne pouvait plus se contenter d'observer. Chaque nuit d'angoisse, chaque cauchemar de ses enfants la poussait davantage vers une décision irrévocable. Une nuit, alors que la maison s'enveloppait d'un silence lourd comme du plomb, Leslie prit une décision. Elle attrapa Minou dans ses bras. Son regard étincelait d'une lumière presque maléfique, et un souffle glacial semblait émaner de son pelage noir. Sans trembler, elle le conduisit dans une pièce qu'elle avait préparée depuis des jours. Les portes et fenêtres étaient barrées de cordes rouges, tressées de symboles anciens appris lors de retraites spirituelles. C'était un rituel d'emprisonnement issu des traditions ouest-africaines. « Tu ne feras plus de mal à ma famille », murmura-t-elle en refermant la porte. Le chat miaula, mais cette fois, ce fut un cri viscéral, déchirant, un hurlement qui traversa les murs et fit vibrer les meubles. Leslie s'agenouilla face à lui, ferma les yeux et entama la prière rituelle dans une langue oubliée, portée par la foi et le désespoir. Les minutes passèrent, lourdes, oppressantes. Minou hurla encore, griffa la porte, bondit dans tous les sens, mais les cordes tenaient, renforcées par les chants sacrés. Puis brusquement, le silence s'abattit. Le corps du chat s'effondra, immobile, sans vie. Leslie ouvrit les yeux, le visage trempé de sueur. « Tu ne toucheras plus à mes enfants. C'est terminé », déclara-t-elle d'une voix ferme. Le matin suivant, une nouvelle glaçante se répandit dans le quartier. Le beau-frère de Leslie, celui qui l'avait menacé, avait été retrouvé mort dans son lit. Les circonstances restaient floues, mystérieuses. Certains parlaient de crise cardiaque, d'autres d'étouffement. Mais Leslie, elle, savait. Téléphone en main, elle appela la famille. Sa voix, calme mais ferme, résonna dans le combiné. « Si jamais vous tentez encore quoi que ce soit contre moi ou mes enfants, c'est ce qui vous arrivera. Je ne reculerai plus. » Un long silence suivit. Puis la ligne coupa. Elle savait que ce combat, bien que remporté, n'était pas encore terminé. Mais désormais, la peur avait changé de camp. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. La maison respirait à nouveau. Les enfants riaient avec plus de liberté. Les cauchemars cessèrent. Même la lumière du soleil semblait plus vive, plus vraie, lorsqu'elle traversait les rideaux. Leslie nettoya la pièce où elle avait enfermé Minou. Elle y brûla des plantes purificatrices, du romarin, du clou de girofle, de la sauge et une résine ancestrale envoyée expressément par une vieille femme d'Afrique de l'Ouest. Elle savait cependant que ce silence n'était qu'un répit. Le mal, même vaincu, laisse derrière lui des échos, des cicatrices invisibles. Une nuit, alors que tout semblait redevenu paisible, son téléphone sonna à une heure indécente. Numéro inconnu. Elle hésita, puis décrocha. « Tu crois que c'est fini, hein ?» murmura une voix d'homme, rauque, gorgée de haine. « Vous avez perdu, » répondit Leslie, implacable. « Je vous ai montré ma main droite. Vous ne voulez pas voir la gauche. »« Tu l'as tuée. Sorcière, tu vas. » Elle raccrocha. Aucun débat, aucune explication. Elle alluma une bougie blanche, plaça une amulette de cuivre purifié sur le seuil de la porte, forgée selon les rites des anciens. Elle savait que l'ombre ne s'en va jamais sans ruser. Elle alluma aussi 3 lampes à huile au pied du lit de ses enfants, puis récita des psaumes inversés et des prières protectrices. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Et à l'aube, quand la brume matinale recouvrit les toits parisiens d'un voile laiteux, elle ouvrit sa porte et découvrit posée là une boîte noire, finement sculptée. Aucun nom, aucun timbre. Quand la haine devient un poison transmis par le sang, il faut une force plus grande que la peur pour protéger ceux qu'on aime. Leslie n'a pas seulement affronté un chat ensorcelé, elle a regardé l'ombre en face et elle a choisi de ne plus trembler. Le bois de la boîte semblait suinter une humidité froide, presque vivante. Leslie ne la toucha pas. Elle recula lentement, verrouilla la porte à double tour, puis composa un numéro qu'elle n'avait pas osé appeler depuis des années. Une voix rauque, grave et féminine répondit aussitôt. « Ma sœur, tu m'appelles enfin. » C'était Taniaya.
Ils ont envoyé autre chose, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Leur premier échec les a rendus fous. Es-tu prête pour la suite? Leslie répondit d'une voix ferme, sans trembler. Je suis prête à leur faire regretter leur propre naissance. Aïcha, une prêtresse du Danon, gardienne des lignées anciennes, vivait à Marseille. Quelques heures plus tard, elle était en route. Dans sa besace, des objets rares, des osselets, des pierres noires, un flacon d'eau de cimetière mélangé à des feuilles de capatinfa. Quand elle arriva chez Leslie, son regard croisa la boîte posée au sol. Elle recula instinctivement. Ce n'est pas un avertissement, Leslie, c'est un lien de sang. Une porte qu'ils essayent d'ouvrir entre leur monde et le tien. Mais ils ignorent à qui ils ont affaire. Les deux femmes entamèrent un ancien rituel de renvoi. L'air devint lourd, presque irrespirable. Les murs semblaient vibrer sous la force de leurs invocations. La boîte se mit à trembler, puis un coup sec la fendit. Une force invisible s'en échappa en hurlant. Un cri inhumain traversa tout l'immeuble, mais aucun voisin ne réagit. Car cette guerre ne se déroulait pas dans le monde des vivants. Aïcha murmura « C'est fait, mais ne relâche jamais ta vigilance. Chaque fois qu'ils croiront que tu es seul, ils reviendront. » Leslie, droite, le regard dur, répondit « Je ne suis plus seule. Et ils viennent de déclarer une guerre qu'ils ne peuvent pas gagner. » Les jours qui suivirent furent calmes en apparence. Mais dans le cœur de Leslie battait un rythme nouveau, celui des mondes invisibles. Chaque fois qu'elle croisait un miroir, son reflet semblait en retard. Comme si une autre version d'elle-même l'observait, l'attendait. Alors elle comprit. Il était temps de ne plus subir. Elle devait affronter sa belle famille non plus avec peur, mais avec vérité. Elle prit son téléphone et appela directement celle qu'on ne nommait qu'avec prudence. La matriarche, la mère de son défunt mari. Une voix sèche, tranchante comme une lame répondit « Allô, Leslie ?» Un long silence. « Puis tu oses m'appeler? Après ce que tu as fait à mon fils ?» La voix de Leslie fut calme, mais ferme. « Je n'ai rien fait. Mais vous avez envoyé la mort chez moi. Vous avez joué avec des forces que vous ne comprenez pas. Vous avez perdu un fils, puis un autre. Combien vous faudra-t-il encore pour comprendre que je ne suis pas votre proie ?» La vieille femme cracha presque dans le combiné. Insolente. « Tu crois que ton petit pouvoir va t'épargner? Tu penses être plus forte parce que tu vis à Paris? Non, je ne le pense pas. Je le sais. Et maintenant, j'arrive. » Le soir même, Leslie se rendit dans une banlieue discrète, à l'adresse d'une tante paternelle du défunt. Gardienne de tradition familiale, elle portait un boubou noir, les yeux cerclés de col, un collier de chori et de dents. « Ah, la veuve Courage !» lança-t-elle d'un ton sarcastique. « Je ne viens pas pour discuter, je viens poser mes vérités. » Dans la pièce nue, éclairée seulement d'un autel couvert de suie, les deux femmes se fixèrent en silence. « Tu as eu mon fils. Et maintenant mon neveu. Tu crois que ton Dieu blanc va te sauver? » Leslie planta son regard dans le sien. « Ce n'est pas lui que j'ai invoqué. » Un infime tremblement parcourut la tante. Elle avait compris. Leslie n'était plus seulement une femme meurtrie. Elle était éveillée. Elle était armée. La prochaine fois que vous osez m'envoyer une bête, un esprit, une malédiction, ce n'est pas votre chat que j'arrêterai. C'est votre cœur, pas vos enfants. Vous. En sortant, un vent glacial souffla dans la pièce, renversant une bougie. La flamme s'éteignit dans un grésillement sinistre. Mais derrière elle, la tante murmura un mot que Leslie n'avait pas entendu depuis l'enfance. « Onwe ». Elle s'arrêta, le cœur suspendu. Ce n'était pas un mot, c'était un nom, un titre, une appellation sacrée. Ce mot résonna en elle comme un écho ancestral, comme une cloche d'un autre temps. Elle se retourna à la voix tranchante. « Qu'as-tu dit ?» La tante ne répondit pas tout de suite. Mais dans ses yeux brillait à présent une peur qu'aucune incantation ne pouvait dissimuler. « Onwe, c'est ce que tu es. » La réveillée, la fille de celle qu'on croyait perdue. Leslie sentit l'air se densifier, comme si la pièce retenait son souffle. « Ma mère ?» demanda-t-elle. « Non, ta grand-mère. Celle que ton père a reniée. Celle dont le nom a été effacé. » Elle avait juré de revenir, dans le sang de sa lignée. Un souvenir émergea brusquement. Un rêve d'enfance récurrent. Une femme aux longs cheveux blancs, aux yeux trop brillants pour être humains, la tenant par la main dans une forêt humide. Elle lui murmurait « Le monde ne te fera pas de cadeau, ma fille.
Tu es né dans le feu, tu rendras le feu. Elle ne comprenait pas encore. Mais elle savait désormais qu'elle était l'héritière d'un pouvoir plus ancien que la haine de sa belle famille. Un feu que rien ne pouvait éteindre. Elle s'approcha lentement de la tente, se pencha et dit doucement « Dites-leur qu'il est trop tard pour demander pardon. Vous m'avez envoyé l'ombre, et j'y ai trouvé ma lumière. » La vieille se recroquevilla légèrement. Mais Leslie tourna les talons. Elle n'avait plus peur. Sa guerre venait à peine de commencer. Quelques semaines plus tard, un calme inattendu s'installa. Après des années de silence lourd, de tensions invisibles et de gestes venimeux, la belle famille franchit enfin le seuil de son appartement. Tête baissée. Ils demandèrent à parler. Il n'y eut ni cri, ni accusation. Juste des paroles simples, des excuses. Ils reconnurent leurs fautes, leur douleur aveuglante, leur haine injustifiée. Leurs mots étaient sincères. Leur fils, paix à son âme, était mort naturellement. Leur colère n'avait été qu'un écran à leur impuissance. Leslie les écouta, immobile, droite. Et dans son silence, il y avait plus de force que dans 1000 prières. Elle hocha lentement la tête. Elle n'oubliait pas, mais elle comprenait. Elle avait gagné, non par la vengeance, mais parce qu'ils avaient enfin vu qui elle était. Une femme forte, enracinée dans une puissance qui venait de loin. Une force que personne ne pouvait plus nier.